Alors parlons du Togo, où des élections législatives sur fond de contestation sur une réforme constitutionnelle dont l'objectif est de faire passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire assez particulier, avec la création d'un rôle sur mesure pour un président du Conseil des ministres. Le 26 mars dernier, les députés togolais adoptent en première lecture une nouvelle constitution. À 89 voix pour et une contre, l'hémicycle largement acquis au parti au pouvoir valide le passage d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le régime parlementaire, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il participe vraiment le dynamisme au niveau du fonctionnement des institutions de la République. Donc il y a eu un rééquilibrage des pouvoirs du chef de l'État et des pouvoirs du président du Conseil des ministres qui devient Premier ministre. Réduit à un rôle honorifique, le président sera désormais choisi sans débat par le Parlement pour un mandat unique de 6 ans contre 5 auparavant. En parallèle, le chef du parti majoritaire à l'Assemblée devient président du Conseil des ministres. C'est à ce nouveau poste, sans limite de mandat, que revient le pouvoir. L'opposition accuse l'actuel président Faure Gnassingbé de s'être taillé une fonction sur mesure afin de se maintenir plus longtemps au pouvoir. Aujourd'hui, il y a un putsch, un coup d'État constitutionnel qui est en train de se dérouler encore impunément au Togo. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas accepter. Alors c'est dit, qu'est-ce qu'au Togo, ça peut se passer autrement que mal dans les prochains jours? Il faut absolument regarder comment les choses vont évoluer. Parce qu'à la fois, il y a une surprise sur l'agenda de cette réforme constitutionnelle, le moment où elle intervient et aussi les enjeux de cette réforme. On a pu comprendre ici et là que, compte tenu du contexte sous-régional, le Togo a choisi une autre voie pour, dans un souci d'éviter ce qui est arrivé à ses voisins immédiats, des expériences de coup d'État, et plutôt que de s'engager dans une réforme de la Constitution qui aurait suscité la même levée de bouclier, le Togo voudrait expérimenter, voudrait faire ce pari de mettre en place un attelage qui est inédit et improbable, c'est-à-dire qu'il y aurait un président du Conseil qui, lui, serait le vrai chef de l'État, et puis un président de la République qui aurait des pouvoirs à l'allemande ou, je ne sais pas, à l'israélienne, c'est-à-dire des pouvoirs honorifiques, ou même à l'Éthiopie, pour rester dans nos pays, puisqu'il y a un président en Éthiopie et un premier ministre qui a la réalité du pouvoir. Donc, c'est cette expérimentation que le Togo voudrait faire. Mais, à mon avis, ce qui n'a pas marché, en plus de l'incertitude qu'il y a autour de la réforme, ce qui n'a pas marché, c'est aussi l'absence d'une concertation nationale pour savoir, avec l'ensemble des forces politiques, comment on fait face au défi de l'instabilité, au défi de l'alternance. Et ça aussi, cette réforme intervient dans un contexte où on attend des législatives le 29 avril. Et quelle est l'urgence? Est-ce qu'on fait un agenda, on fait l'autre après, ou on fait en même temps tous les agendas avec les risques de créer justement aujourd'hui une situation de crispation? On va aux législatives dans un contexte assez crispé, avec cet enjeu qui est quel est le Parlement qui sortira des élections, mais aussi comment la réforme va se faire. Est-ce que la réforme va intervenir avant les législatives ou est-ce qu'elle va se faire après les législatives? Avec quel Parlement? Tout ça crée quand même beaucoup de questions autour du contexte politique togolais d'aujourd'hui. Alors, Augustin, d'un point de vue théorique, une mise en retrait progressive des vieux pouvoirs, comme celui du Togo, qui est quand même là depuis 1967, pourrait s'entendre, mais dans ce cas, un Faure Gnassingbé pourrait être un président incarnant l'unité nationale et la continuité pendant qu'une vie politique démocratique se construirait. Mais ça, c'est d'un point de vue purement théorique, parce que Faure Gnassingbé n'a manifestement pas l'intention d'être ce président honorifique qu'il a dessiné, qu'il a brossé dans son projet de changement institutionnel. Non, non, absolument pas. Non, non, je pense que Faure Gnassingbé est vraiment dans la posture de maintenir son pouvoir absolu, qui a été celui du début qui a été celui de son père, qui a été le sien propre et qu'il veut perpétuer. Et effectivement, le moyen qu'il a trouvé pour le perpétuer. Alors, en tout cas, une chose est certaine, c'est que Faure Gnassingbé s'essaie à la stratégie politique.
puisque on voit comment il se place en fer de lance du panafricanisme, il initie des initiatives dans le sens du panafricanisme, il se rapproche des pays de l'AES, enfin, il essaie de brouiller les cartes pour se refaire une espèce de virginité politique et apparaître comme un homme qui sait écouter l'aspiration du continent et l'aspiration du peuple. Je voulais quand même dire une chose par rapport à ce qui se passe au Togo, c'est que, à quelque chose malheur est bon, si je puis dire, cette tentative de perpétuer le pouvoir en bidouillant les institutions, etc., et l'ordre des élections, etc., et de faire passer d'un régime à l'autre, d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, a permis à l'opposition de se rassembler. Derrière « touche pas à ma constitution ». Alors, elle était ce qu'elle était, mais le fait est que on ne peut pas changer la Constitution sans impliquer le peuple, sans impliquer les forces politiques et les forces vives du pays. Donc, l'opposition, qui était très divisée, se rassemble. Derrière, touche pas à ma Constitution. Maintenant, jusqu'où pourra aller cette opposition, en sachant que, là encore, comme au Tchad, on tape sur tout ce qui bouge. Toutes les forces, démocratiques sont malmenées. Même dans les lieux privés où se tiennent des réunions, on persécute les militants, on arrête les journalistes, etc., etc. Donc, évidemment, toute la question est de savoir... comment, face à cette répression qui s'intensifie, la population va se mobiliser. Il faut avoir un seuil critique tel que il ne puisse pas réprimer tout le peuple, ou la majorité du peuple, si celui-ci se mobilise de façon extrêmement massive. Donc, tout l'enjeu est là. C'est-à-dire jusqu'où et jusqu'à quel niveau la mobilisation pourra se poursuivre pour empêcher effectivement ces forces rétrogrades de continuer leur œuvre et de renverser la vapeur. C'est ça tout l'enjeu. Mais en tout cas, il y a une coalition des forces d'opposition et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, dernier mot à Fabrice et peu de minutes parce qu'on arrive vers la fin. Alors, non, mais juste pour dire que la pertinence de ce passage à un régime parlementaire est quand même assez difficile à comprendre. Dans un pays où il y a une base démocratique qui fonctionne, on voit comment ça se passe, que ce soit en Grande-Bretagne ou en Allemagne, ils ont des régimes parlementaires, ça fonctionne très bien parce que ce sont a priori des démocraties. Le Togo, on aurait du mal à le qualifier de démocratie. On parlait des militants, Augusta parlait des militants qui sont persécutés, des politiques qui le sont, à l'opposition, même des journalistes. L'opposition qui va quand même participer aux élections législatives, il faut le dire. Oui. La dernière fois, elle avait... ça n'avait pas été le cas aux dernières législatives. Des journalistes qui sont espionnés grâce au logiciel israélien Pegasus. C'est quand même assez difficile à comprendre. En 91, au sortir des conférences nationales, le Togo était déjà dans un fonctionnement plutôt parlementariste, on va dire ça comme ça, mais ce sont les gens dont Faure Gnassingbé est l'héritier qui ont renversé la table en 92 et sont allés attaquer le Premier ministre de l'époque, Kofigo, pour changer totalement les choses et donner les pleins pouvoirs au président, au chef de l'État, parce que c'est ainsi que ce pays fonctionne et que voilà, il y a une transmission du pouvoir quasiment héréditaire et qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé est en train, d'une certaine façon, de vouloir proroger. Merci beaucoup à vous, Fabrice, Augusta et Cédric, et merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique, le panel. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau balayage de l'actualité africaine.